Il s'appelle Alphonso Davies, Weston McKennie, Christian Pulisic, Timothy Weah, Serginho Dest et Giovanni Reina. Ils ont entre 18 et 22 ans. Ce sont des Américains d'Amérique du Nord qui cartonnent en Europe. Vous les connaissez forcément, ces jeunes-là, ces jeunes pépites aussi comme Timothy Weah du côté de la Ligue 1. Ils ont été formés en Amérique du Nord et justement, on voulait vous faire une vidéo pour en parler avec un journaliste basé à New York, Maxime Aubin, que je vais vous présenter dans quelques instants, avec Jérôme Mahari, mon pote qui est agent, grand spécialiste bien sûr de la MLS depuis de nombreuses années. Donc on va parler de tout ça ensemble et avec vous aussi dans les commentaires. C'est parti. Pourquoi les jeunes pépites américaines cartonnent en Europe et est-ce un coup d'épée dans l'eau? Est-ce juste un coup de chance générationnel? On se pose la question ensemble tout de suite, juste après ce petit générique. Allez, c'est parti les amis. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube. J'ai mis un petit clin d'œil à mon pote Maxime Chanot, le défenseur central de New York, bien sûr, qui m'a offert son maillot. Vous savez que je kiffe les maillots. Donc c'était forcément de circonstance pour parler de MLS, des jeunes Américains qui cartonnent en Europe dans cette vidéo. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui les amis. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui partagent bien sûr les vidéos, les contenus de la chaîne YouTube. Tout de suite, pour parler de ce sujet, c'est important d'avoir un spécialiste et lui, il est basé aux États-Unis. Il est journaliste, correspondant pour plein de médias et on va parler donc du sujet ensemble avec Maxime Aubin. Salut Maxime, ça va? Salut Thibaut, pleine forme, écoute. Grand soleil à Brooklyn. Ah, bah ça fait plaisir. Ça va vous la situation, la vie où vous pouvez sortir un peu, courir, jouer au foot? Écoute, oui, c'est même plus que ça. C'est extrêmement optimiste ici. Ça vaccine à tour de bras et on est très libre. On peut sortir, on peut dîner dans des restaurants, on peut aller dans des bars. Tout est en train de réouvrir ici. On est chanceux. Ça c'est chouette et bravo à ceux qui s'occupent de tout ça. C'est compliqué. Maxime, toi, tu es correspondant pour quel type de médias? Raconte-nous pour les gens qui ne te connaissent pas. Je travaille pour la presse écrite et pour la presse web française, donc principalement en France Football, Eurosport. Je commence tout juste avec l'équipe et je bosse aussi avec le site slide.fr. Bon alors aujourd'hui, on s'est décidé par d'heureux hasards de circonstances de se retrouver tous les deux pour discuter de jeunes Américains qui cartonnent, comme le Canadien Alphonso Davies, bien sûr au Bayern, parmi les meilleurs côté gauche du monde. Il y en a d'autres comme Giovanni Reina. Il n'y a pas que la Bundesliga, il y en a d'autres ailleurs comme Weston McKennie à la Juve. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? C'est une génération dorée ponctuelle ou c'est amené à durer? Parle-nous un peu de ces gars-là. Bah, tu as parlé des grands noms, j'ai envie de dire, mais il y a aussi des plus jeunes qui sont très peu connus aussi, qui ont signé en Europe. Et je pense notamment à Brian Reynolds, qui a signé à la Roma pour une somme record aux US ici, pour 10 millions de dollars presque. Il y a aussi Brendan Aronson, par exemple, là, qui a signé à Salzbourg pour presque 9 millions de dollars aussi. Enfin, c'est des records de vente ici, donc ça fait beaucoup de joueurs américains qui signent en Europe de plus en plus régulièrement. Donc non, c'est pas un hasard, derrière, il y a un gros travail qui est fait. On va en parler avec grand plaisir tous les deux, ouais. Et toi, alors, c'est lequel qui t'impressionne le plus? Parce que Alphonso Davies, bon, c'est peut-être lui d'ailleurs pour toi, mais c'est vrai qu'il a époustouflé tout le monde parce que Final 8, parce qu'il y a eu, le titre, les titres du Bayern Munich, mais il y a les autres. Ce qui m'impressionne vraiment, c'est un mec comme Brian Reynolds qui lui vient du FC Dallas, de l'académie du FC Dallas, qui a joué 15 matchs en MLS, qui vient juste de sortir de l'académie de Dallas, qui a joué quelques matchs et qui a signé pour une somme qui est record ici. Même si on en parlera aussi, la MLS peut encore faire mieux que ça aujourd'hui en termes de transfert, de montant de transfert, mais 10 millions de dollars pour un jeune de 19 ans qui signe comme ça à la Roma, un peu de nulle part, c'est assez impressionnant. Et alors, justement, on va se poser la question en plusieurs parties là ensemble dans cette vidéo. D'abord, pourquoi les jeunes Américains donc cartonnent en Europe selon toi? C'est quoi ton avis? Puis on va poser la question à Jérôme Mahari qui est avec nous, qui a répondu aux questions depuis Elite Athlète, son agence basée à Boulogne-Billancourt. Exactement. Donc j'ai fait un grand papier pour France Football là-dessus. Donc j'ai pu parler en fait à la direction de la MLS, donc au grand patron de la MLS, Don Garber, et aussi surtout à un Français qui s'appelle Frédéric Lipka. Et lui, en fait, il est devenu le directeur du développement des jeunes à la MLS. Ouais. C'est l'ancien patron de la formation au Havre. Et en fait, il a été débauché. Ils l'ont embauché ici à la MLS il y a 7 ans. Parce qu'il y a un vrai changement de paradigme, je pense, aujourd'hui en MLS. Les anciennes stars un peu sur le déclin, c'est un petit peu terminé, en tout cas de moins en moins. Aujourd'hui, ils veulent se baser sur ce qui fonctionne, la formation à la française, qui est la meilleure au monde,
et former les meilleurs jeunes. Donc il y a une vraie révolution ici qui est portée en plus par un Français qui veut refondre le système de formation et d'académie ici. Et en effet, tu as raison quand tu dis que la MLS mise sur la formation, parce que j'en discutais justement avec Jérôme Méhari, qui a mis notamment en place des passerelles, des relais entre la Fédération française de foot et la Major League Soccer. Donc justement, Jérôme, j'ai été lui poser la question du côté de son agence à Boulogne-Billancourt, à Elite Athlète, qui manage énormément de joueurs. Et Jérôme nous a répondu justement sur la question. Ouais, il y a un énorme changement là depuis quelques années. Tu sais, on a fait ce partenariat avec la Fédération française de football il y a maintenant 8 ans, et l'objectif de ce partenariat, c'était justement d'éduquer, de former tous les formateurs, et on a mis en place justement tous les nouveaux centres de formation. On a fait en sorte que toutes les équipes devaient avoir un centre de formation et investissent énormément dans les jeunes. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de 22 millions de joueurs, alors qu'en comparaison avec la France, tu as 2 millions, 3 millions de joueurs. Donc tu veux, si tu as le nombre de joueurs et qu'en plus maintenant tu les formes bien, parce que les formateurs ont été formés, bah, c'est maintenant justement qu'on voit le travail effectué toutes ces dernières années, là, depuis 7-8 ans, à réformer un petit peu tout ce système de formation. Et donc maintenant, on va avoir de plus en plus de joueurs américains et canadiens exploser. Donc encore plus de Davis, de Reina. Ouais, on va en avoir de plus en plus, et on va se rendre compte qu'il y a d'ailleurs les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et les clubs de Bundesliga et des ligues européennes viennent énormément aux US pour regarder. Et on va se rendre compte justement que ces joueurs vont être transférés de plus en plus en Europe. C'est un peu ce que tu nous disais, ouais, Maxime, sur le sujet complètement. Ça corrobore. Et toi, de ce que tu vois sur place, donc, il y a vraiment, c'est toi qui en parlais, de cette formation à la française, cette volonté de copier ce qui marche. Exactement. Je crois qu'il y a entre 30, je crois que c'est les chiffres, entre 30 et 60 entraîneurs d'académies américaines et de clubs de MLS qui viennent se former à la FFF aussi. Donc c'est pour te dire ce qu'expliquait un peu Jérôme, à quel point ils sont formés sur des bonnes bases, sur ce qui fonctionne en fait. Un exemple tout bête, c'est Greg Vianney, qui est l'ancien entraîneur de Toronto, qui a signé à LA là et qui a cartonné, qui a gagné le titre avec Toronto. Enfin, c'est un entraîneur aujourd'hui qui est extrêmement reconnu. Il est passé par la FFF, il a été formé à la formation à la française. Mais alors, ça fait déjà des années que c'est mis en place, parce que quand on voit sortir tous ces jeunes, Giovanni Reina qui a 18 ans, etc., bon, il a un père qui a été un grand professionnel, donc ça aide peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que eux, ils bénéficient déjà, c'est la première génération qui bénéficie de cette formation nouvelle mouture, ou eux, c'est vraiment les prémices? C'est tout récent, hein. Sincèrement, c'est tout récent. C'est ce que me disait un petit peu Frédéric Plicca, c'est que là, il a commencé il y a 7 ans, lui. Donc voilà, le temps de mettre tout ça en place. Il y avait un ancien système de formation qui était mis en place par la Fédération américaine. Et il a été remplacé justement par un système qui s'appelle MLS Next. Et il a à peine 1 an. Donc c'est vraiment en train de tout prendre du temps, en fait. Voilà, ce qu'il me disait, c'est qu'il faut bien 10 ans avant de vraiment commencer à percevoir les fruits. Donc oui, c'est la première génération, et il y en a plein d'autres qui vont arriver derrière. Dans quelques minutes, on va parler justement, tu parles de 10 ans, donc de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis qui arrive. Oui. Mais d'abord, juste toi qui es en plus, là tu me dis que tu es à Brooklyn, les États-Unis, nouvelle terre de foot. On va poser la question à Jérôme aussi et tu vas répondre dans la foulée. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que c'est quand même pas le premier sport dont on a envie de parler, nous, Européens, quand on passe aux États-Unis. Alors, j'ai posé la question à Jérôme Méhari là-dessus aussi, sur les États-Unis, New York particulièrement, locomotive du foot ou non? New York, bien sûr, grosse locomotive. D'ailleurs, nous, on y a mis les premiers centres de Five et ça explose, ils sont remplis. On va être obligé d'en créer 3 ou 4 autres à New York, des Five, tellement on est rempli de demandes. Donc il y a des clubs dans tous les sens. Et puis il faut savoir que le soccer est devenu le premier sport chez les moins de 15 ans. Donc avant le football américain, le basket, le baseball. Et puis petit à petit ça évolue, ça sera le premier sport chez les moins de 16 ans bientôt. Donc oui, absolument, là c'est énorme. Et alors ça se voit, Maxime, ou pas vraiment? Ça se voit, bien sûr que ça se voit. C'est extrêmement intéressant, en fait. J'en ai parlé aussi beaucoup avec notamment Zoer, qui est le patron ici de l'académie de la Fédération française de foot. Il y a plein d'académies ici, plein d'écoles de foot lancées par des grands clubs, des grandes fédérations, la Juventus Academy, la Barça Academy, la PSG Academy. Tous, veulent se faire une part du gâteau ici parce qu'ils voient justement que le foot est en train de prendre.
même moi, en tant que footeux, à mon niveau, il suffit de sortir dans la rue, d'aller jouer au foot. On a encore un manque d'infrastructure, mais ce qu'on se rend compte, c'est que là, ici, les terrains de baseball sont transformés en terrains de football. Les terrains de foot US, pareil, on met des lignes de foot. Ouais. Et tous les week-ends, bah, ça joue au foot de plus en plus. Ça joue au foot de plus en plus, ouais. Ça, c'est intéressant de savoir ça, en effet, que les terrains sont transformés, que ça joue au foot. Mais quand on voit… Ça donne des dimensions du coup un peu bâtardes. C'est très drôle, mais on n'arrive jamais à trouver un terrain qui est parfait comme en France. Tu as des terrains de 6-6, des terrains de 7-7, de 8-8, 9-9. Mais on se débrouille, on joue au foot et ouais. Et puis Jérôme m'a parlé aussi des terrains de five sur les toits des immeubles, des buildings de New York. Donc forcément, il doit y avoir aussi un peu de toutes les tailles pour que ça rentre sur les toits des buildings. Mais en tout cas, phénomène là hyper intéressant, assez nouveau. Quand on voit en plus et qu'on connaît, j'ai été quelques fois aux États-Unis, le melting pot permanent partout de culture, de vie. On se dit qu'en effet, il y a un vivier pour le foot. Le soccer donc qui est assez colossal, ce sport populaire par excellence où on peut jouer partout, donc c'est ça qui est intéressant et quand je vois déjà les pépites qui sortent, en effet c'est… Ils misent beaucoup là-dessus en fait, notamment sur la population hispanique, latino. Je crois qu'il y a aujourd'hui c'est 60 millions, c'est la taille de la France en termes de population hispanique, donc fans de foot, et ça continue à augmenter, donc ils misent aussi évidemment beaucoup là-dessus, voilà, sur ces gens-là qui sont passionnés de football, quoi. Alors, il y a un truc intéressant, là, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais j'en avais déjà parlé parce que Christian Jean-Pierre a sorti ce roman footballistique autour de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, où il dit que c'est l'année où le football deviendra américain. D'ailleurs, les amis, en passant, je vous le dis, si vous voulez gagner le livre de Christian Jean-Pierre, vous mettez un commentaire et puis même si en bas sur YouTube, et dans la semaine je ferai un tirage au sort pour vous l'envoyer avec grand plaisir. Il est très sympa ce roman de Christian Jean-Pierre. Mais justement, cette Coupe du Monde 2026, moi je me souviens, j'étais petit en 94, mais je l'ai vécu pleinement cette Coupe du Monde. J'ai adoré l'épopée italienne de Roberto Baggio, etc. Mais on me disait déjà, les États-Unis, ça y est, ils accueillent le soccer et ça va être la folie. On est 27 ans après. Il y a une petite folie, mais c'est pas non plus la terre de foot numéro 1 au monde. Donc, est-ce que là, à nouveau, la Coupe du Monde 2026, selon toi, Maxime, c'est la suite normale, un aboutissement ou un tournant encore plus fort pour le foot là-bas? Il faut se rappeler déjà que les Américains sont très bons pour le marketing, donc à chaque fois, ils veulent… Voilà. ils poussent. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement, ça va être un tournant. Est-ce que c'est ce qui va faire passer les États-Unis dans un pays un peu qui va devenir comme l'Europe, l'Angleterre, ultra fan de foot? Non. Mais je pense que ça peut être la chose qui manque réellement pour que les investisseurs, les marques, ça va être un coup de projecteur énorme. Il faut se rappeler aussi qu'en 94, avant 94, il y avait quand même rien ou presque. Hein. Oui. Il y a eu quelques équipes qui se sont lancées ici. Il y avait Pelé, Beckenbauer qui ont joué au New York Cosmos pendant quelques années, mais c'était un sport qui existait pas ou presque. Hein. Donc je pense que voilà, tout est sur la bonne voie pour que voilà, ça fasse vraiment exploser le foot ici et que ça commence à devenir un sport que déjà s'ils arrivent à se mettre au niveau ou talonner un petit peu la NFL, la NBA, c'est un peu l'objectif, je pense, c'est d'arriver à ce niveau-là. Voilà. Et justement, alors j'ai posé la question de la même façon à Jérôme Méhari, tournant ou aboutissement cette Coupe du Monde 2026, comme ça on va voir si il nous dit la même chose que toi. Le gros changement, c'est que maintenant tu as une ligue qui pèse. Avant, c'était vraiment les débuts de la MLS et effectivement, il y avait le marketing. Le marketing, c'était de dire voilà, il faut qu'on existe, il faut que la MLS existe, il faut que le foot aux US existe. Et c'était vraiment les premiers pas. Là, aujourd'hui, on a une ligue, il y a déjà 27 équipes, il y a des stades qui sont remplis, le sport est devenu le premier sport chez les moins de 16 ans, 15 ans, et donc c'est en train d'exploser complètement. Donc effectivement, ils veulent mettre les moyens pour être une des meilleures ligues au monde avant la Coupe du Monde ou pendant la Coupe du Monde, et les Américains, ils les mettront. Et ils ont fait ça intelligemment, ils ont développé d'abord l'administratif, le business, après ils ont fait venir pas mal de joueurs connus mais un peu en pré-retraite pour faire connaître la ligue partout dans le monde, donc les Drogba, les Thierry Henry, les Pirlo et ainsi de suite. Et maintenant, la nouvelle stratégie, c'est plus les joueurs en pré-retraite, mais c'est investir sur les jeunes joueurs. Et c'est là le gros changement sur la stratégie, c'est qu'ils vont mettre des 5, 10, 15 millions sur des jeunes joueurs à potentiel pour faire grandir la ligue et pour les faire jouer avec leurs meilleurs jeunes joueurs américains. Donc là, on va vraiment voir un gros changement à partir de
de cette année. D'ailleurs, on va le voir sur quelques transferts qu'on va faire, vous allez voir. Et qu'on a fait des Samuel Grand-Cyr. Aujourd'hui, ça venait pas en MLS avant, à 24 ans. Voilà, maintenant ils viennent. Donc il y a un gros changement sur la stratégie et par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Ah, alors toi aussi, Maxime, c'est ce que tu vois, ce changement de stratégie, ce revirement, cette jeunesse qui est beaucoup plus au pouvoir en MLS? Complètement. Après, je ne serais pas aussi enthousiaste que Jérôme. Je pense qu'il y a encore quand même pas mal de travail. J'en parlais justement à l'instant quand on compare un peu aux autres ligues et le chemin qui reste encore à poursuivre pour la MLS, rien que par rapport au niveau de jeu aujourd'hui. On voit ce que font un peu les équipes dans la Ligue des Champions, la Champions League ici à CONCACAF. Encore du pour que ne serait-ce que la MLS arrive au niveau d'un championnat, je parle brésilien. Il y a encore du travail. Je sais que la MLS a de grandes ambitions de devenir un des 5 meilleurs championnats du monde. Voilà, l'ambition est extrêmement haute. Ils prennent aussi leur temps, il faut le reconnaître aussi, ça c'est très bien. Ils prennent leur temps, c'est une ligue très centralisée à l'américaine où on pose des bases solides et on prend le temps de se construire. Je pense qu'ils y arriveront un jour parce qu'ils ont vraiment l'envie. 2006 va les aider à continuer à grossir. Mais on va pas voir, je pense pas qu'on puisse voir la MLS atteindre le niveau de la première ligue d'ici 2026, tu vois. Ouais, et puis l'agent, notre ami Jérôme Mahari, il est logique qu'il nous vende ces chouettes transferts, il a raison, et c'est chouette pour Samuel Grand-Cyr. Mais Samuel Grand-Cyr, c'est aussi certainement qu'il avait des opportunités en Europe, mais ça a dû être du gagnant-gagnant aussi. Et s'il avait eu une offre excellente d'un top club français, certainement qu'il aurait préféré ça. Donc il y a toujours du gagnant-gagnant à trouver. Il faut trouver le juste milieu, être lucide en effet, comme tu l'as l'air d'être sur la situation. Maxime, ça fait combien de temps toi que tu es là, tu es à Brooklyn, que tu es à New York? J'entame ma 5e année, tu vois, ça commence à faire. Tu recules quand même complètement sur la situation. Et ces transferts quand même à 15-20 millions, tu as pu toi aussi te dire que quand même ce rajeunissement en faisant venir des plus jeunes joueurs, ça avait du bon. Et deuxième question en même temps, j'ai pu interviewer Carlos Salcedo, le défenseur central de Tigres, il n'y a pas longtemps. C'est quoi le niveau de la MLS? C'est la deuxième partie de tableau française? C'est quoi finalement? Parce que c'est une question qui intéresse toujours le grand public en fait. C'est extrêmement dur à comparer, tu vois. J'aurais du mal à m'embarquer dans des comparaisons parce que c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que franchement, il y a aussi une vraie tendance à vouloir jouer au ballon et poser le jeu. Ils ont recruté, par exemple, Atlanta a recruté Gabriel Heinze, qu'on connaît bien en France, qui est un disciple de Bielsa, qui veut faire du beau jeu. Seattle, qui a gagné le titre la saison dernière aussi, joue vachement bien au ballon. Ça joue quand même vachement, et le niveau augmente. C'est dur à comparer, On voit juste en CONCACAF que de plus en plus les équipes de MLS arrivent à se hisser en quart de finale, en demi-finale. Voilà, ils sont pas loin du championnat mexicain, brésilien. Enfin voilà, ils sont dans ces Quand on voit la finale entre le Bayern et les Tigres de Monterrey, ça montre que il y a un niveau qui est de plus en plus homogène dans le monde quand même. En général, je parle. Ils sont très bien défendus quand même, mine de rien, et on sent que ça monte en niveau. Ouais. Toi, juste pour boucler la boucle, avant juste une dernière question subsidiaire sur le sujet, qu'est-ce que tu penses de ces pépites là dont on a parlé au début, Davis, Reina, Reynolds aussi, McKennie? Ça y est, il y a plus à avoir peur, et c'est pas parce qu'ils viennent des États-Unis qu'ils peuvent pas devenir des top players, on est d'accord? Au contraire, il y a du super football, même encore une fois ici, même ce que je vois aujourd'hui ici, même dans le foot amateur en fait, et c'est là que c'est intéressant de voir ça, c'est qu'il ça joue de plus en plus au ballon ici déjà. Il y a de plus en plus de jeunes, et imaginez aussi le réservoir de joueurs, quoi. On est sur un pays où il y a 320 millions d'habitants, donc il y a de quoi trouver des super joueurs et qui ont rien à envier aujourd'hui à ce qui se passe en Europe. Donc et surtout c'est ça en fait, c'est que ça leur montre des exemples comme quoi ça fonctionne en Europe, et que Davis c'est un super exemple qui fait que tous les jeunes derrière vont se dire aujourd'hui je peux avoir une carrière dans le football européen, je peux aller là-bas, je peux cartonner, je peux aller jouer en Champions League. Voilà. C'est le rêve américain, caricatural ce que je dis, mais c'est un peu ça. Le nouveau rêve américain. Voilà, le nouveau rêve, exactement. Juste pour terminer, la question qui intéressera tout le monde jusqu'à la nuit des temps, Cristiano Ronaldo, Léo Messi, où vont-ils jouer la saison prochaine?
Ça s'est posé tous les ans. Quoi qu'ils fassent, les pauvres, ils sont épiés. Et certains les envoient du côté de Miami, chez David Beckham, en MLS en général, depuis quelques années désormais. Alors, possible ou impossible, justement, là aussi, je me suis dit que j'allais poser la question à un agent, et puis on en parle 2-3 minutes ensemble juste derrière, pour savoir si c'est possible de voir CR7 ou Léo Messi très vite en Première Ligue, en MLS. Et les discussions, elles sont là, elles sont vraiment là. Il y a un intérêt. Maintenant, ce qu'il faut que le grand public comprenne, c'est qu'aujourd'hui, on va se détacher de plus en plus de ces gros transferts de grandes stars. Parce qu'on n'a plus besoin de faire connaître comme avant et qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de développer la ligue de manière homogène. Donc faire venir des jeunes qui vont grandir et faire grandir avec la ligue et faire grandir la ligue en même temps. Donc oui, les discussions, elles sont clairement là et je pense qu'au bout d'un moment, ça arrivera. Mais voilà, la stratégie, elle est de moins en moins sur les grands noms. La stratégie de moins en moins sur les grands noms, mais les négociations sont clairement là et ça arrivera, lui dit Jérôme Méhari. Tu y crois quand même? Tu te dis que bon, 36, 37 ans, ça peut se faire. Ouais. Je trouve que c'est bien résumé. Après, si c'est pour dire qu'ils vont venir la saison prochaine, c'est du fantasme, ça c'est certain. Après, d'ici 2-3 ans, qu'ils finissent leur carrière ici, je pense que oui, justement, ils sont en contact en ce moment là-dessus pour imaginer leur fin de carrière ici, ça c'est une certitude. Et je pense que c'est comme ça aussi que Jérôme aussi vend le projet aux joueurs, c'est que c'est une ligue qui est de plus en plus intéressante au niveau footballistique, certes, mais aussi au niveau, voilà, venir aux US, vivre une vie très sympa, le cadre de vie est quand même extrêmement intéressant ici. Et je pense que malgré tout, même si c'est la place aux jeunes en MLS, avoir une star du niveau de Messi, Ronaldo, ça fera toujours du bien à la ligue, même s'ils ont 36, 37 ans, 38. Donc je pense qu'ils sont vraiment en négociation et que moi je suis convaincu. Je pense que je suis sûr qu'un des deux au moins finira sa carrière ici, ouais. Ouais, c'est moi aussi ce que je me dis de plus en plus. Et au pays du marketing, en effet, une ou deux légendes du foot comme ça, ce serait pas étonnant que ça fonctionne très correctement. On a fait un beau tour de la question, Maxime, sur ces jeunes pépites qui cartonnent, américaines qui cartonnent en Europe. T'as un petit truc à rajouter ou sinon on se revoit pour une prochaine vidéo? Non, juste un grand merci. C'était sympa de m'accueillir et qu'on puisse en parler. Ouais, et puis voilà, on a du temps, on n'est pas interrompu par la pub. Si vous avez d'autres questions dans les commentaires, n'hésitez absolument pas. Vous nous dites ce que vous en pensez, vous nous dites si vous avez aussi repéré peut-être des pépites américaines encore plus jeunes et que vous voulez nous les présenter. Si vous avez d'autres thèmes à aborder avec Maxime depuis New York, que vous trouvez qu'il y a des choses intéressantes à décortiquer, à décrypter ensemble, on le fera avec grand plaisir. Il suffit de se connecter aujourd'hui et ça va vite et on vous fait ce type de vidéo. Alors merci Maxime et puis on se revoit très vite sur la chaîne. Merci à toi. Ciao. Salut. Merci les amis de nous avoir suivis. Je vous l'avais dit, le livre de Christian Jean-Pierre 2026, l'année où le football deviendra américain, super bouquin. Voilà, c'est un roman qui parle de la Coupe du Monde qui arrive. C'est à gagner. Vous mettez un post dans les commentaires, vous partagez, vous likez la vidéo, vous faites suivre et vous pourrez tirer au sort. Je fais le tirage au sort assez rapidement. Voilà, à bientôt les amis. On se revoit très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus, des analyses, des préventions, la prévention des blessures avec Ben Ilouz, des interviews, des débriefs ensemble. Allez, à très bientôt.